travers l'exemple du harcèlement, ça va être l'occasion de parler de la société contre l'État. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'angle, comment l'État exerce un pouvoir sur la société, plus ou moins partiel, ou voire total. Et alors justement, on va partir du début et de savoir qu'est-ce que l'État. Définir l'État. L'État, c'est une forme de pouvoir institutionnalisé qui s'exerce sur un peuple et un territoire. Alors j'insiste sur l'idée de forme institutionnalisée, puisque on avait un exemple récent d'émergence d'État, c'était l'État islamique, et très longtemps les journalistes, il y avait une polémique, refusaient d'appeler cet État l'État islamique. Ils utilisaient le terme Daesh, parce qu'ils refusaient la nature d'État à Daesh. Et c'est à partir du moment où on a pu voir que dans l'organisation de l'État islamique, il y avait des institutions, à savoir l'institution de percevoir des impôts, l'institution d'offrir une santé médicale, enfin des soins médicaux gratuits, une école, qu'il y a eu des institutions qu'on a accepté d'appeler Daesh l'État islamique. Donc c'est très important que le pouvoir soit institutionnalisé, qu'il y ait des institutions. Pourquoi exercer un pouvoir ? Alors là, il faut partir aussi de l'idée que les individus sont des êtres libres naturellement et qu'on se pose la question de savoir comment, alors qu'ils sont libres naturellement, on va les amener à obéir à une règle qui suppose qu'ils sacrifient une part de leur liberté. Donc ça, c'est la question du pouvoir politique, d'être capable d'amener des individus à faire ce qu'ils ne feraient pas spontanément, à faire ce qu'ils ne feraient pas d'eux-mêmes naturellement. Donc on les amène à adopter une certaine conduite. Le pouvoir peut être autoritaire, c'est-à-dire qu'on va amener par la peur cette conduite que l'on veut leur faire adopter, ou alors il peut être par le pouvoir de la persuasion, on va, en faisant jouer leurs sentiments, les persuader d'agir comme on voudrait qu'ils agissent. Toujours les détourner d'une attitude qu'ils auraient spontanément pour les amener à une attitude qui converge vers des intérêts politiques, vers le vivre ensemble. Puisque c'est ça que le pouvoir cherche, à savoir l'adhésion et l'obéissance à des règles, lois ou normes, pour qu'un vivre ensemble soit possible. Donc la question que se pose l'État, c'est comment exercer ce pouvoir ? Comment créer de l'adhésion autour des règles communes ? Et nous, on va réfléchir à savoir, est-ce que ce pouvoir est nécessairement autoritaire ? Est-ce qu'il peut passer par des formes plus douces, plus invisibles, comme la séduction, la persuasion, la manipulation ou d'autres choses ? Est-ce qu'il n'y a qu'un pouvoir souverain, autoritaire, autour des lois, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Alors je vous propose de partir d'un exemple actuel qui est la question du harcèlement dans le milieu scolaire, et notamment de non au harcèlement. Donc dans un premier temps, on va regarder en quoi, en effet, l'intervention de l'État est nécessaire et justifiée. Et puis, dans un deuxième temps, on prendra un petit peu de recul en essayant de regarder la nature du pouvoir qui se déploie dans ce plan de prévention. Alors, c'est un plan national qui a été mis en place il y a quelques années pour sensibiliser les élèves à ce phénomène de violence qu'on appelle le harcèlement en milieu scolaire. Alors ce phénomène de violence, il est apparu il y a déjà quelques années, puisqu'il est apparu dans les années 70, mais pas en France, dans les pays scandinaves. Quelques penseurs ont commencé à décrire ce qui se passait et s'est posé la question de savoir comment appeler cette forme de violence. Donc il y avait deux termes qui étaient en rivalité, le terme de school bullying et le terme de mobbing. Alors, school bullying, ça veut plutôt dire brutaliser, malmener, tandis que mobbing, c'est plus des formes d'exclusion, de conflits qui tournent à l'exclusion d'un individu. Et les penseurs ne savaient pas exactement ce qui se jouait, d'où cette querelle autour des mots. En France, quand il s'agit de traduire ce terme, on ne savait pas s'il fallait utiliser intimidation. D'ailleurs, encore maintenant, parfois on n'entend pas le mot harceleur, mais intimidateur, intimidation, ou alors humiliation, brimade. Certains ont inventé le néologisme qui est assez juste, malmenance. Et puis finalement, il y a une sorte de consensus qui s'est fait autour du mot harcèlement. Alors qu'est-ce que le harcèlement exactement ? Et là, il va y avoir deux penseurs. Le Norvégien Dan Olweis, qui décrit le harcèlement comme ça, il dit que ce sont des actes répétés, perpétrés dans le cadre de disproportions de force, avec l'intention de nuire.
Mais à côté de ça, il y a un autre penseur, l'estonien Anatole Pikas, qui lui est plutôt un défenseur du mot mobbing, et il insiste sur le phénomène de groupe. Pour lui, la disproportion de force, elle résulte surtout d'une disproportion dans le nombre. C'est en fait une action qui est perpétrée sous l'influence du groupe. L'intentionnalité de nuire n'est pas toujours avérée, dit-il. Et alors justement, ça va être la différence dans ces deux perspectives. La différence, c'est est-ce qu'il y a vraiment intention de la part du harceleur de nuire à sa victime ou pas. Et selon Dan Alwies, lui, il dit que oui, il y a des individus qui, dans la société, sont spécialement agressifs, soit parce qu'il y a eu une éducation trop laxiste, soit parce qu'il y a une pulsion vraiment d'agressivité. Et il rejoint en cela la thèse de Freud sur l'idée qu'il y a en nous une forme de pulsion de destruction, que Freud appelle thanatos, une agressivité naturelle qui éprouve beaucoup de plaisir lorsqu'elle parvient à se satisfaire. Ça veut dire que l'être humain s'il n'est pas réprimé, il a beaucoup de plaisir à malmener autrui, le torturer, le manipuler, le voler, le violer et éventuellement le tuer. À côté de ça, Anatole Pikas, lui, il estime que non, les individus ne sont pas méchants naturellement, mais ce qui va se jouer dans le harcèlement, c'est plutôt une sorte de conformité à un groupe qui fait que l'individu fait ce qu'il fait pour appartenir au groupe. Les sentiments d'un groupe étant beaucoup plus archaïques et simples que ceux d'un individu qui, par lui-même, aurait des sentiments plus complexes, le fait qu'il essaie adhérer à ce groupe, il va avoir un fonctionnement et des sentiments tout aussi simplistes et archaïques que le groupe. Et on retrouve ça en effet dans les thèses de René Girard, par exemple, dans le texte La violence et le sacré, où René Girard explique bien que pour qu'un groupe développe une forme de cohésion, la meilleure façon, c'est de désigner un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va être l'ennemi du groupe. Si vous désignez un ennemi, eh bien tout le groupe va créer une cohésion, une cohérence contre cet ennemi, plutôt qu'il y ait des conflits individuels dans le groupe. Et justement, le groupe va renforcer les normes, les règles du groupe en excluant le bouc émissaire qui, lui, n'est pas conforme à ces normes. On parle parfois, dans le harcèlement, de normopathie pour les harceleurs. On dit que ce sont des normopathes, c'est-à-dire des personnes qui sont obsédées par la norme. Voilà, ils veulent être minces et ils excluent le gros. Donc ça produit la discrimination contre le gros qui devient le bouc émissaire du groupe. Et ça rejoint cette idée de cohésion, auquel cas ce n'est pas l'individu qui est mauvais, mais c'est le groupe social qui risque de faire subir sa puissance à l'individu et de le fragiliser. Donc l'État, dans ces deux perspectives, l'État doit donc intervenir pour rappeler aux harceleurs la loi, et puis pour réguler le groupe social, dans le cas de ce que dit Anatole Pikas, réguler le groupe social pour éviter un rapport de force qui se fait au détriment de l'individu. Donc l'État est nécessaire pour endiguer la violence dans la société. Violence entre les individus ou violence du groupe social sur l'individu. Donc tout cela semble fonder légitimement l'intervention de l'État qui pacifie la société, qui livrée à elle-même serait violente. Et là on retrouve des théories politiques classiques, peut-être que vous avez déjà entendu hier lors de l'abécédaire des théories sur Hobbes. Hobbes est un défenseur de cette idée, c'est-à-dire que c'est l'État qui, par le droit positif, par les lois, va amener de la sécurité, qui va permettre à une société ordonnée, organisée d'exister, parce que sans cela, à l'état de nature, les individus se livreraient à une lutte perpétuelle, qu'il appelle la guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme, et seul l'État peut, par ses lois, réinstaurer une forme de sécurité. Alors, tout cela est assez attractif comme vision. Ceci dit, là on va entamer notre deuxième partie, c'est-à-dire un petit peu de recul critique. Ce qui est étonnant dans ces deux analyses sur le harcèlement scolaire, c'est qu'à aucun moment n'est remise en question l'institution scolaire, l'institution de l'État. Puisqu'on a dit que la forme de l'État, c'était d'être un ensemble d'institutions. L'école, c'est une institution de l'État.
Et en faisant porter la responsabilité du harcèlement aux individus ou aux groupes sociaux, en fait, l'institution ne se remet pas en question. Or, on sait qu'il y a une violence, il peut y avoir une violence symbolique dans l'institution scolaire. Elle a été dénoncée, et que cette violence symbolique pourrait perpétrer chez les usagers du système scolaire, à leur tour, une forme de violence entre eux. Cette violence, elle a été critiquée, mise en lumière, d'abord par un écrivain, enfin pas d'abord, mais entre autres par un écrivain, Pénac, dans un roman célèbre, Chagrin d'école. Voilà ce qu'il écrit, je vous donne un petit extrait. « À tous ceux qui, aujourd'hui, imputent la constitution de bandes au seul phénomène des banlieues, je dis, vous avez raison, oui. Le chômage, oui. La concentration des exclus, oui. Les regroupements ethniques, oui. La tyrannie des marques, la famille monoparentale, oui. Le développement d'une économie parallèle et les trafics en tout genre, oui, oui, oui. Mais gardons-nous de sous-estimer la seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir et qui, elle, date de la nuit des temps pédagogiques, la solitude et la honte de l'élève qui ne comprend pas, perdu dans un monde où tous les autres comprennent. » Donc là, il parle de la solitude et de la honte du cancre. Lui-même était un cancre à l'école. Il faisait le désespoir de sa famille et de ses professeurs. Il ne comprenait rien, en fait, de ses attentes. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'au fond, la criminalité qu'on va retrouver dans les bandes, elle peut être aussi due à ce sentiment d'exclusion que ressentent les nuls à l'école, lorsqu'ils sentent que, de toute façon, ils vont pas y arriver, ils vont pas pouvoir s'intégrer socialement, et c'est déjà fichu. Et cette information-là, littéraire, elle est relayée par un sociologue actuel qui s'appelle Marwan Mohamed dans « Il y a embrouille », qui est une analyse sur ce qui se passe dans les bandes de banlieue. Il y a embrouille. Et lui dit que, en fait, les membres des gangs, actuellement, font partie essentiellement des 25% d'élèves qu'on retrouve au collège et qui ont déjà décroché, ou potentiellement décrocheurs, qui sont déjà en difficulté scolaire. Et ces 25%, il dit, ne sont pas des décrocheurs, en fait. C'est ces 25% qui n'ont jamais accroché au système scolaire. En fait, ils n'ont jamais compris ce qu'on attendait d'eux. Donc, pour certains, ils arrivent à faire un petit peu semblant, mais ils sont en voie d'échec possible. Donc, il y a bien un lien entre l'échec scolaire, le sentiment d'annulité, et ensuite la délinquance, la violence. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans les bandes, dans le groupe, on va retrouver une forme de reconnaissance, quitte à ce que ça passe par des valeurs un peu viriles, de force, de domination sur une victime. Alors, ça, bon, dans l'analyse du harcèlement, c'est absent. La deuxième chose, c'est que, intéressante à regarder sur ce qui a été proposé dans le traitement du harcèlement, c'est qu'en France, ce qui a été défendu, ce qui est parmi les deux thèses qu'on avait vues, soit il y a des harceleurs agressifs qu'il faudrait mettre à la porte, soit c'est le problème du groupe. Ce qui prévaut en France, c'est plutôt la deuxième thèse, à savoir c'est le harcèlement, c'est un problème de groupe, c'est un problème triangulaire. Il y a des intimidateurs et des cibles, mais il y a aussi tout un groupe un peu passif et qui, par sa passivité, laisse faire le harcèlement. Et donc c'est aussi ce groupe qu'il faut toucher et qu'il faut conscientiser. Punir en groupe, on ne sait pas faire du point de vue juridique, donc il faut faire autrement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer par des méthodes un petit peu spéciales qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée, où il s'agit de réveiller chez les élèves la préoccupation sur la souffrance que peut ressentir certaines victimes. Donc on va en fait réveiller de l'empathie sans punir, on va simplement réveiller de l'empathie pour faire cesser les phénomènes de harcèlement. Donc c'est en travaillant sur les affects des sujets, des élèves, qu'on va éliminer le harcèlement. À 80%, dit Anatole Picasse, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, on travaille sur plutôt des individus qui vont petit à petit prendre conscience que leurs actions risquent d'avoir un effet sur quelqu'un et de produire de la violence. Donc on incite ces personnes à discipliner leurs actions, à faire attention à ce qu'ils disent, à faire attention à ce qu'ils font, donc à développer une forme de contrôle de soi, de contrôle de ses pensées, de contrôle de ses affects, de sa colère, de réguler cette colère.
Et ça, c'est exactement ce que Foucault développe dans ses écrits. Il appelle ça le biopouvoir. On pourrait penser qu'en fait, ce qu'est en train de faire l'État, là, c'est une sorte de politique éducative, mais en réalité, ce qui est en train de se faire, c'est plutôt encore une forme de pouvoir plus invisible, le biopouvoir. Ça consiste à gérer la vie, dit Foucault, le vivant, ses affects, sa santé mentale, sa vie psychique, sa vie physique, sa sexualité, avec des dispositifs multiples. Donc le pouvoir va s'immiscer au plus intime de l'individu, pour lui faire ce qu'il ne ferait pas spontanément, pour régler les conduites, pour le surveiller, pour qu'il se surveille lui-même et qu'il surveille le groupe, parce qu'il doit aussi regarder, dans le traitement du harcèlement, un individu doit regarder ce que le groupe fait et s'opposer éventuellement à ce que le groupe fait. Donc on va pousser les individus à surveiller aussi le groupe. Et ça, ce sont des dispositifs qu'on met en place qui correspondent au biopouvoir. Foucault, dans La naissance de la biopolitique, dit que tous ces dispositifs constituent la biopolitique et l'État gouverne de cette façon-là. Il permet une régulation de la population par des mesures souples et continues, c'est-à-dire des pressions assurantielles, des propositions de règles d'hygiène et des politiques d'incitation. Tous ces plans de prévention, toutes ces politiques d'incitation, c'est une manière de créer du pouvoir sans qu'on voit le côté tranchant, autoritaire, brutal du souverain. Donc il y a bien deux formes de pouvoir qui s'exercent de la part de l'État sur la société. L'un, c'est par la loi. Donc on rappelle aux délinquants la loi et la punition de la loi. Et l'autre, c'est en l'amenant petit à petit à intérioriser le pouvoir et à réguler ses propres affects. Alors, là, il ne s'agit pas de dire que c'est mal, parce qu'on est tous d'accord qu'il faut arrêter la violence du harcèlement et qu'il faut protéger les victimes. Il n'y a pas de souci. C'est simplement que dans l'analyse qui est faite du harcèlement et dans le traitement qui est choisi, il y a l'idée, en fait, en arrière-fond, il y a une certaine conception de la relation interindividuelle où on risque tous d'être des menaces les uns pour les autres. Moi, par mes actions, je peux, en riant de quelqu'un, participer à un harcèlement de groupe. L'autre peut être source pour moi d'oppression. Et du coup, il y a une vision de la relation interindividuelle qui peut être violente et qui, en tout cas, légitime l'intervention de l'État. Or, on pourrait avoir une vision de la relation entre individus très différente et penser qu'il y a une forme de communauté bienheureuse autour de la sympathie et que c'est simplement, il faut renforcer par le côté collectif, renforcer le plaisir qu'on a à être en communauté. Ça serait un autre traitement en fait des violences créées. Mais c'est pas la logique, d'après Foucault, ce n'est pas la logique choisie par l'État qui cherche en fait à légitimer aussi les dispositifs qui va mettre en place pour étendre son pouvoir, son biopouvoir.